Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Pour ce nouvel épisode de We Love Mobility, je reçois Sophie Sureau, directrice des études nationales de l'ISG-RH. Au programme de cet épisode, la transformation du rôle de la fonction RH, comment faire face à la crise de l'engagement et comment reconstruire le collectif. Salut Sophie. Salut Caroline. Je suis trop contente de t'accueillir dans ce 10e épisode de We Love Mobility. Alors toi Sophie, tu as un parcours hyper impressionnant. Tu es toujours dans plein de projets. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors déjà, merci beaucoup de me permettre de travailler avec toi sur ce podcast. Alors, moi, je suis la directrice des études nationales de l'ISG-RH. L'ISG-RH, c'est le programme spécialisé en ressources humaines de l'école ISG, donc l'Institut supérieur de gestion. Et alors, comment tu es arrivée dans le monde des RH et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver dans le monde de l'enseignement finalement ? Alors, c'est à la fois un hasard et pas tout à fait un hasard. Moi, j'ai démarré un cursus de formation après mon bac linguistique. J'ai fait une licence langue vivante étrangère à la Sorbonne, avec une spécialisation en anglais, avec, on va dire, un peu le vague projet d'enseigner. Et à la faveur de contrats que je faisais l'été, c'est-à-dire que je travaillais l'été pour financer en partie mes études, j'ai travaillé dans une entreprise que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelait les Biscuits Belin. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 2 mois l'été, sur 2-3 étés successifs, au service ressources humaines. Et là, j'ai découvert un métier incroyable. Et il se trouve que il y a une des disciplines de la fonction ressources humaines qui est la formation. Donc lorsque ensuite j'ai voulu entrer sur le marché du travail, j'ai sollicité cette entreprise, j'ai sollicité un poste en ressources humaines que j'ai obtenu alors que je n'avais pas réellement de formation ressources humaines à l'époque. Et ça a été le début de toute mon histoire autour de la formation, l'enseignement et les RH. Et je comprends mieux maintenant, à la lumière de ce que tu dis, l'intérêt pour les langues et pour l'anglais notamment. J'ai beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passe à l'international et je trouve surtout très important dans mon rôle de directrice des études d'une école, d'un établissement supérieur d'enseignement privé, de leur faire comprendre que à l'ère de la mondialisation, leur parcours professionnel ne pourra pas se poser uniquement dans un contexte franco-français. Absolument. C'est quoi ton actualité ? Tu m'as parlé d'un livre que tu étais en train de rédiger, au niveau des cours, comment ça se passe ? Raconte-moi un petit peu. Alors, on a plusieurs gros projets sur cette rentrée. On a effectivement, je vais commencer par ça, c'est sans doute le plus gros projet, l'écriture d'un livre sur l'évolution de la fonction ressources humaines qui est en cours et qui va relayer des entretiens que j'ai avec différents DRH, différents acteurs de la fonction ressources humaines de différentes entreprises, une vingtaine à peu près au total, et ce sera assorti d'une réflexion sur justement l'évolution de cette fonction ressources humaines qui est aujourd'hui très sollicitée et qui vit une période de bouleversement très intense, très importante. Justement, en parlant des tendances et de l'évolution de la fonction RH, on a beaucoup discuté des sujets RH de préoccupation du moment quand on a préparé cet entretien. Il y avait notamment l'évolution du rôle du HRBP en entreprise. Le fait que la fonction HRBP doive de plus en plus intégrer la vision stratégique de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Absolument. Alors, la crise du Covid qui a vraiment impacté très durablement les entreprises, a provoqué une très très forte évolution, une vraie mutation de la fonction RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin non, pas aujourd'hui d'ailleurs, mais au moment où nous étions en pleine crise et au moment où les confinements ont été successifs, les 2 confinements de mars et d'octobre 2020 ont été déclenchés, et notamment au moment du premier, il a fallu que les organismes s'organisent, mais en
3 jours. Enfin, je veux dire, vous avez dû le vivre du jour au lendemain. Tout comme nous, en tant que dispensateurs de formation, on s'est tous regardés en se disant comment on va faire. Donc, clairement, les entreprises, une fois qu'elles ont renvoyé les salariés chez eux, se sont tournées très logiquement vers la fonction ressources humaines en disant comment on fait et qu'est-ce qu'on fait. Et là, la fonction RH a révélé toute son importance, j'allais dire toute sa grandeur, c'est un peu grandiloquent, mais en fait, tout le ciment social qui a été maintenu dans les entreprises qui ont tenu le coup, soyons clairs, oui. Tous les DRH le disent et toutes les directions d'entreprise le disent, c'est grâce à la fonction RH que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné l'implémentation et l'installation du télétravail en étant le relais de la DSI par exemple, mais surtout, ils ont accompagné l'humain. Et pour les entreprises qui ont fait le meilleur job, et la grande majorité d'entre elles, ils ont permis de limiter l'isolement, ils ont permis de continuer à entretenir la culture de l'entreprise qui était en miettes, on va pas se mentir. Le lien social. Le lien social, maintenir ce lien, maintenir l'efficacité. Et la fonction RH en est sortie grandie. Elle en est sortie grandie, légitimée, valorisée, crédibilisée. Parce qu'elle a joué à ce moment-là un rôle stratégique majeur. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de confirmer. C'est-à-dire que au sortir immédiat de la crise, on était tous un peu auréolés, je parle des fonctions RH, tout le monde était un peu auréolé de ce succès et de cette cohésion sociale qui avait réussi à continuer à vivre finalement. Maintenant, il faut confirmer parce que la crise a aussi révélé certains manques de la fonction RH. Et tout ça, ça dessine du coup de nouvelles responsabilités, de nouveaux profils et de nouveaux besoins en compétences des entreprises. Et du coup, cette nouvelle fonction HRBP plus stratégique, comment tu la vois? Enfin, quel est le nouveau rôle de cette fonction-là? Alors, d'abord, il y a eu donc une montée en puissance de la nécessité pour un DRH aujourd'hui d'avoir à l'esprit de ne pas être simplement le support du business de l'entreprise, mais le développeur du business de l'entreprise. Et très clairement, dans toutes les interviews que j'ai réalisées jusque-là, le premier élément, la première nécessité, la première compétence incontournable qu'on m'a citée, c'est pas seulement la proximité avec le business, c'est la capacité à participer au développement du business. C'est pour ça que je dis, on n'est plus seulement sur le HRBP, à mon avis, le HR Business Partner, mais on tourne, on va vers le HRBD, HR Business Developer. Et ça, c'est un point qu'on doit intégrer, par exemple, nous, en tant qu'école RH, parce que c'est pas quelque chose de très naturel chez les acteurs de la fonction RH que d'avoir un raisonnement forcément très business. Alors, ça l'est de plus en plus, et Dieu merci, ça devient incontournable. Donc, ça veut dire que au niveau stratégique, on voit bien qu'on n'est plus au même niveau que celui auquel nous étions il y a quelques années de cela, y compris avant le Covid. On est bien au-delà. Et en conséquence de quoi, les responsabilités, les missions, se sont toutes complexifiées, mais à tous les niveaux et à tous les postes de la fonction RH. Donc, ça m'amène à mon point 2, la nouvelle organisation de la fonction RH en entreprise. Donc, on a la partie stratégique, la partie tactique et la partie plus opérationnelle. Comment tu vois cette organisation donc par rapport à avant? Donc c'est plus en silo? Alors non, c'est pas en silo. Au contraire, il faut que ce soit très harmonieux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le HRBD, lui, il a vu ses fonctions complètement complexifiées. C'est un vrai expert stratégique. Donc très clairement, il a plus le temps, lui, de regarder un petit peu en dessous. Donc il s'adjoint des profils, qui eux deviennent aussi experts. Pas seulement sur l'opérationnel, mais aussi sur le... Alors, qu'est-ce qu'on me demande? C'est quoi les stratégies RH de l'entreprise? Quelles sont les politiques RH qui en découlent? Eh bien, moi, mon DRH me confie le suivi de la mise en place de ces politiques, vérifier que ces politiques sont bien adaptées, ce qui avant n'était pas du tout le cas. D'accord. Donc on a une vraie répartition, entre guillemets, du niveau de responsabilité avec ce schéma opérationnel, tactique, stratégique. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que y a plein de postes qui s'ouvrent avec des périmètres donc qui font la part belle au développement RH. Il faut souligner aussi que cette évolution, elle est due également aux progrès qui ont été faits en matière de digitalisation de la fonction ressources humaines.
C'est-à-dire que grâce à la mise en place d'outils très performants qui ont permis d'alléger l'administratif et de libérer du temps aux acteurs de la fonction, eh bien, les niveaux de responsabilité intermédiaires ont vu leur poste considérablement s'enrichir. Il y a une vraie évolution de la fonction RH et des postes complètement pour le futur. Et tout le monde y gagne, tous les niveaux. Tout le monde y gagne. Alors, un autre sujet de préoccupation des décisionnaires RH, c'est la fameuse crise de l'engagement. Selon toi, quelles sont les solutions pour que les collaborateurs se réengagent ? Alors, j'y ai beaucoup réfléchi parce que c'est quelque chose qui revient aussi dans tous les entretiens que j'ai avec les DRH. On est en pleine guerre des talents, c'est-à-dire que réellement, les entreprises ont des difficultés à embaucher. D'ailleurs, c'est intéressant, ça suit en fait l'évolution du chômage. On était au deuxième trimestre 2023 à 7,2% de taux de chômage, ce qui veut dire qu'on est revenu à un niveau de 2008, donc c'est considérable. Donc, il y a pénurie de talents. Je n'ai pas, dans toutes les entreprises, dans tous les DRH que j'ai interviewés, je n'ai jamais entendu remettre en question ces nouvelles attentes des nouvelles générations. Donc je pense que si les entreprises ne remettent pas ça en considération, ça veut dire qu'elles écoutent. Parce que cette génération, on l'entend beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Et je crois que là, les entreprises ont choisi d'écouter parce qu'elles ont compris que peut-être aussi que ce que ces jeunes gens-là attendent est peut-être vertueux pour l'entreprise. Tout à fait. C'est peut-être intéressant pour l'entreprise. Peut-être que ça va la faire évoluer dans un sens qui va être intéressant et qui va accroître la performance. Faut pas non plus se voiler la face. Mais à un moment donné, je pense que la jeune génération, qui est un peu, à mon avis, encore en stress post-traumatique avec le Covid, il faut pas oublier qu'on a des jeunes gens dans cette génération qui ont fait 1 an, 2 ans d'études, parfois en full distanciel. Ça a été le cas chez nous, par exemple, ce qui est quand même pas, on va dire, très logique, parce que quand même l'essence même de la formation, c'est quand même le face-à-face pédagogique, même si beaucoup de choses peuvent se passer à distance. Donc, je pense que, pour répondre plus directement à ta question, pour lutter en quelque sorte contre ce désengagement, il faut écouter ce que la jeune génération a à nous dire. Je pense aussi, si je puis me permettre cette expression un peu familière, qu'ils ont un peu la gueule de bois, c'est-à-dire que tout le monde a pensé, enfin eux en particulier, les jeunes gens ont pensé que une société meilleure allait éclore de cette crise du Covid. Je suis pas sûre aujourd'hui que ce soit le cas. On se rend compte que les choses reprennent peu ou prou un petit peu leur évolution naturelle. Donc voilà, donc ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient sur ces changements sociétaux. On voit par exemple tout ce qui peut être relatif aux problématiques climat. Il y a quand même aujourd'hui un espèce d'autisme quand même assez généralisé sur le réchauffement climatique, alors qu'on est en plein dedans. Donc voilà, donc je pense que ces jeunes gens expriment des attentes que l'entreprise ne se permet pas de juger comme légitimes ou pas. En tout cas, ce qu'elle a compris, c'est que si elle veut recruter, il faut vraiment qu'elle ouvre grand ses oreilles et qu'elle soit attentive à ces questions de sens au travail, de qualité de vie au travail. On est face à une génération qui est beaucoup moins intéressée par une mobilité verticale qu'une mobilité horizontale, c'est-à-dire qui trouve plus intéressant de multiplier les expériences. Monter dans le management, ça les intéresse pas forcément. Le management ne fait plus rêver. Non, ils préfèrent monter en compétences sur d'autres... Exactement. Ils préfèrent agrandir leur portefeuille de compétences, même si, on va dire, dans la hiérarchie de l'entreprise, ils n'évoluent pas. C'est pas ça qui les intéresse. Et j'ai envie de dire, c'est même pas non plus le salaire, fondamentalement. Non, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Et dans un monde où le télétravail a pris une place primordiale, comment reconstruit-on le collectif ? Alors ça, c'est pareil, j'y ai beaucoup réfléchi. On ne reconstruit le collectif qu'en passant par l'humain. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout au full télétravail. Dieu sait si on nous relaie en ce moment le fait que des tas d'entreprises sonnent, entre guillemets, la fin de la récréation, entre guillemets, ce n'est pas ce que je pense, mais en rappelant leurs salariés en présentiel. Parce que il se trouve que la productivité, finalement, qu'on a qualifiée d'optimale ne l'était pas tant que ça. Moi, je pense qu'il faut, là encore, ménager la chèvre et le chou. Obliger les salariés de manière coercitive à revenir dans l'entreprise ne permettra pas de reconstruire le collectif au travail, parce que vous allez avoir des salariés qui vont revenir en traînant les pieds. Donc, ils vont finalement
un peu pourrir, entre guillemets, l'ambiance, le climat social. Donc, vous n'avez aucun intérêt à ça. Il faut réinventer le collectif. Il faut réinventer le collectif en acceptant que on a plus de diversité dans l'organisation du travail. Ça, c'est très compliqué parce que au sein d'une même équipe, si tu as un accord, par exemple, qui dit vous pouvez avoir jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, quand tu auras un collaborateur qui sera là 5 sur 5 en présentiel, un autre qui sera là 2 sur 5, un 3 sur 5, on voit que l'harmonisation va être très compliquée. Je pense que la clé de tout ça, c'est le manager. C'est-à-dire que pour moi, ce mode de travail hybride, qu'on qualifie d'hybride, ne peut tenir que si il y a la professionnalisation de la fonction du manager qui va aller vers plus de régulation, plus de mise en place d'outils organisationnels, plus d'animation également. Et là, on est vraiment sur un profil managérial qui redevient intéressant aussi. Oui. Les fonctions des managers ont vachement évolué aussi avec le Covid et avec le télétravail. C'est considérable, il était temps parce que tout le monde en avait marre du management à l'ancienne, on va l'appeler à l'ancienne parce qu'il y a vraiment un avant, un après Covid. Et les jeunes, les managers à la papa, c'est vraiment pas leur truc. En revanche, venir un peu coordonner tout cela, toute l'activité d'un service, d'une équipe, accompagner, être le relais aussi de la fonction RH, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans des entreprises qui ont déjà mis ça en place, qui sont très avancées sur le sujet. Eh bien, le manager, finalement, travaille avec un peu une boîte à outils qu'il a mis en place avec la fonction ressources humaines. Et dans cette boîte à outils, il a les premiers réflexes managériaux pour gérer au premier degré exactement les différentes situations RH. Donc, ça veut dire qu'on a aussi un relais RH très intéressant sur le terrain. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va reconstruire le collectif. Et on va pas se mentir, hein, quand on remet l'humain au cœur de l'équation, je veux dire, on a tout compris. Ouais. Parce que l'humain reste quand même le facteur d'évolution principal de l'entreprise. Absolument. Merci Sophie. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune diplômé qui prendrait un poste en RH aujourd'hui? Alors, incontestablement, il faut qu'il soit complètement immergé dans le secteur d'activité de son entreprise. Quand je dis immergé, je veux dire par là qu'il doit en connaître les tenants et les aboutissants. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, un chargé de recrutement qui ne connaît pas les caractéristiques de son bassin d'emploi, pour moi, c'est inacceptable. Parce que ça veut dire que parfois, je vois dans nos apprentis des jeunes gens qui disent « Ah, madame, je comprends pas, nous, on recherche tel profil et on n'en trouve pas. » Mais je leur dis « Est-ce que vous vous êtes inquiété de savoir si votre bassin d'emploi en produit des profils comme ça? Est-ce qu'il y en a qui sont disponibles sur votre bassin d'emploi? Des profils comme celui dont vous avez besoin? » Ah, je sais pas. Ah, faudrait peut-être commencer par ça, parce que effectivement, si vous avez un problème d'attractivité, c'est peut-être parce que, quelque part, vous ne vous adressez pas au bon endroit, aux bonnes personnes. Nous, on aimerait bien embaucher des ingénieurs femmes. Super, formidable. Sauf que on sait très bien que des ingénieurs femmes, il y en a beaucoup moins, malheureusement, même si ça tend à évoluer et c'est très bien, mais on ne produit pas beaucoup d'ingénieurs femmes en France de par les filières de formation technique. Donc, réellement, c'est tout à fait louable, mais est-ce que vous allez atteindre votre objectif? Vous heurtez à... Oui. Voilà. Donc, c'est ce premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'être super ouvert au monde et à ce qui se passe dans le monde. Je pense que aujourd'hui, il faut absolument qu'un jeune professionnel RH ait compris que tout ce qui se passe au niveau social, sociétal, technologique évidemment, géopolitique, ça va avoir un impact dans l'entreprise. Et ça va avoir un impact sur sa pratique professionnelle. Il faut pas croire que ce qui se passe en Inde n'a pas d'effet sur ce que nous vivons économiquement parlant en France. Je donne souvent cet exemple, mais quand Air India commande 50 Airbus, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, on va pas se mentir. Voilà. Donc, clairement, il faut sortir de sa bulle, il faut sortir de sa zone de confort. Et vraiment, moi, mes 2 principaux conseils, ce serait cela. Génial. Pour conclure, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ce secteur ou qui ont marqué ton parcours? Oui, alors des personnes qui ont marqué mon parcours incontestablement. Quand j'ai commencé à travailler chez Belin, il y avait un DRH à l'époque qui était un peu un ovni dans l'univers parce qu'il avait déjà l'innovation RH chevillée au corps. Et moi, je retrouve aujourd'hui dans certaines pratiques de certaines entreprises qui sont très en avance sur l'innovation sociale,
des choses, des idées qui avaient été évoquées, voire mises en place à l'époque. Moi, j'avais travaillé sur un superbe projet où on avait, par exemple, sélectionné pour créer une équipe technique uniquement des chômeurs longue durée. C'était une façon de penser différemment, finalement, l'insertion sociale, qui était complètement iconoclaste à l'époque. Et je pense très souvent à lui. Il s'appelle Arnaud Havard et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, il était fantaisiste et moi, j'aime bien la fantaisie, donc voilà. Aujourd'hui, oui, il y a des tas de personnes qui m'inspirent, notamment tout ce qui tourne autour de l'inclusion et la diversité, avec des choses... alors là, je peux pas citer quelqu'un en particulier, parce qu'il y a plein d'acteurs différents, mais il se passe de belles choses, en tout cas, sur cet aspect-là. Pour conclure, la fonction RH n'est plus seulement le support, mais le développeur du business de l'entreprise. Les RH ne doivent plus seulement être proches du business, mais participer au développement du business. À la question « Comment réengager les collaborateurs ?», la réponse donnée est que les entreprises doivent être à l'écoute de ce que la jeune génération a à nous dire sur la qualité de vie et le sens au travail notamment. Pour toi, on ne reconstruit le collectif qu'en passant par l'humain, qui reste le facteur d'évolution principal de l'entreprise. Et enfin, la fonction du manager doit également se professionnaliser et s'adapter dans l'accompagnement, l'animation et la coordination de l'équipe notamment. Merci beaucoup Sophie. Merci Caroline. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.